écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Nariman Nouali. Nariman, bonjour. Bonjour Rostom, le Premier ministre effectue ce mardi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Msila. Sifir Rayeb inaugure une unité de production de ronds à béton d'une capacité de 650 000 tonnes par an. Développement du secteur énergétique en Algérie, la coopération et les échanges au cœur du NAPEC. Les partenariats étrangers permettent de renforcer les investissements et il est question également d'investir dans le dessalement. Nous y reviendrons à partir de 13h. Reprise de la transplantation hépatique. Une greffe à partir d'un donneur vivant. Cette reprise permet de réduire le coût des transferts à l'étranger. 2 ans depuis le déclenchement de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, un tournant pour la question palestinienne et un génocide pour tenter de liquider la cause. La crise politique s'aggrave en France, une crise sans fin avec de surcroît des inquiétudes économiques, une situation qui profite à l'extrême droite. Madame, Monsieur, bonjour. Des projets de développement économique inspectés par le Premier ministre ce mardi, chargé par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Sifir Rayeb effectue une visite de travail dans la wilaya de Msila, entre autres haltes, l'usine de production de fer et d'acier de Dara al-Hadja, Hajar Masoudi, et notre envoyé spécial. Le Premier ministre, Sifir Rayeb, est arrivé ce matin à Msila. À ses côtés, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, ainsi que le ministre de l'Industrie, Yahya Bachir. Première halte, la commune de Dara al-Hadja, où il a inauguré une unité spécialisée dans la sidérurgie, dédiée à la construction métallique et aux bâtiments. Une infrastructure stratégique restée à l'arrêt pendant plus de 6 ans et désormais reprise par l'entreprise publique Fondal après sa réhabilitation complète. À une capacité de production estimé à 350 000 tonnes et un objectif de 650 000 tonnes dès l'année prochaine. Le chiffre d'affaires prévisionnel avoisine 65 milliards de dinars hors taxes pour une valeur ajoutée à l'économie nationale de près de 5,7 milliards de dinars. Sur le plan social, 200 emplois directs ont déjà été créés depuis la récente remise en service de l'usine, un effectif qui devrait atteindre 400 postes avec l'entrée en activité du second tronçon de production. À cela s'ajoutent plus de 1100 emplois indirects générés dans la région. Une relance industrielle porteuse qui s'inscrit dans la dynamique économique nationale et renforce l'ancrage de Msila comme pôle sidérurgique majeur. La visite du Premier ministre se poursuit avec une deuxième étape prévue à Magra pour l'inauguration d'une autre unité industrielle dédiée à la fabrication et au montage de véhicules et d'équipements automobiles. Je vous propose à présent d'écouter le Premier ministre Sifir Rayeb dans une déclaration faite lors de la première escale à Dara al-Hadja. هذه دراهم الشعب ورانا قاعدين نعاودوا نلونسوا فيها سويت aux instructions تاع البريزيدون. حنا سكو اون بو فوز اسوري سي كو من اليوم راح تبدا صفحه جديده والحاجه اللي قادرين نعوضوها ولا قادرين نجيبوها للمواطن والعمال رانا ما نبخلوش نكونوا عقلانيين ونهضروا لغه الصراحه. نهار جيت في جوان درنا ثقه في بعضنا والحمد لله النتيجه راهي هنا وما زال ان شاء الله الثقه دي راح تزيد تكون في حوايج اخرى. المهم درك الرزق تاع الدوله وتاع الشعب رجع للشعب. هذه هي الشيء المهم درك هذا راهو رزق الدوله الجزائريه. هذا هو لازم العمال يفهموه واحد ما يقدر درك يستغل الجهد تاعهم ولا الثمره تاعهم. Et nous reviendrons sur ce déplacement du Premier ministre à Msila dans nos prochains points d'actualité. L'Algérie dispose d'importants atouts dans les domaines des hydrocarbures, de l'énergie et des mines, un potentiel mis en avant à l'occasion du NAPEC, une manifestation qui réunit à Oran plus de 500 exposants représentant une soixantaine de pays. C'est aussi l'occasion de renforcer les partenariats. Limbouradoum. L'Algérie s'appuie sur des partenariats étrangers stratégiques pour dynamiser son secteur énergétique avec Total Energy et ses alliés qataris. De nouveaux projets d'exploration voient le jour dans le sud, conjuguant innovation technologique et valorisation durable des ressources nationales. Moufdi Zakaria Cheikh, directeur général de Total Energy Algérie. Cette année, on a remporté un nouveau bloc d'exploration qui s'appelle Ahara, en partenariat avec Qatar Energy. On envisage un premier forage en 2027.
Globalement, un puits d'exploration va se situer entre 15 et 25 millions de dollars. On est la seule entreprise internationale à produire localement du lubrifiant 100% algérien. Autre allié historique, Schneider Electric, présent en Algérie depuis plusieurs années, continue d'accompagner la transition énergétique nationale à travers des projets innovants axés sur la digitalisation, l'efficacité énergétique et la modernisation des infrastructures. Anwar Chara, directeur général de Schneider Algérie Tunisie. La JV qu'on a lancée depuis 2019 avec les pouvoirs algériens, on produit ce qu'on appelle les cellules moyenne tension primaires, destinées principalement à la Sonagaz, à la Sonatrach, les gros consommateurs d'électricité type aussi le groupe JK. Cette année, cette JV va sortir à peu près 50% des cellules moyenne tension destinées au programme solaire des 3 gigawatts. Donc ça sera un produit algérien 100%. Ces partenariats stratégiques s'inscrivent dans une dynamique plus large, booster l'économie nationale, diversifier les sources d'énergie et consolider la place de l'Algérie comme acteur clé de l'énergie durable en Afrique et en Méditerranée. L'Agence pour la valorisation des ressources hydrocarbures prépare un nouvel appel d'offres pour début 2026. Son président Samir Barti au micro de Limbouradoum. L'appel d'offres de 2026 sera préparé en fonction de l'orientation globale mondiale. Et pour cela, on est en train de faire un travail, on l'a presque finalisé. On a identifié une vingtaine de projets et on va d'abord préparer des fiches techniques, des stratégies de leur développement. On va les communiquer à l'industrie hydrocarbures mondiale, leur montrer ce que nous avons comme potentiel, quelques informations d'ordre technique. Par la suite, il y aura un feedback, un retour de leur part où ils nous orientent. Ils vont nominer les périmètres qui les intéresseront le plus. Et il y aura un travail d'analyse et on va sélectionner par la suite 6 à 10 périmètres à mettre dans le prochain appel d'offres qu'on compte lancer fin premier trimestre 2026 ou bien avril ou plus tard. L'orientation que donne Al-Naft pour les hydrocarbures, c'est la priorité à l'exploration parce qu'on est dans une démarche de renouvellement de nos réserves. Il y a un potentiel immense qui est là, qui est au sous-sol, qu'on n'a pas encore ouvert, qu'on n'a pas encore exploité. Les zones, c'est les zones sahariennes principalement. Il reste l'offshore. L'offshore, on l'étudie de très très près. On est très avancé dans l'étude de l'offshore. On ne dit pas qu'il y aura de l'offshore comme on ne dit pas qu'il n'y aura pas d'offshore. On le saura très rapidement. Mais en 2027, Inch'Allah, ça sera certain. La suite du journal sur Alger Chaîne 3 avec la reprise de la transplantation hépatique en Algérie après un arrêt de plusieurs années. Une information Chaîne 3, une patiente a été greffée au CHU Mustapha à partir d'un donneur vivant. Professeur Kamal Bentabak, chef de service de chirurgie oncologique et de transplantation hépatique au micro d'Hassan Chemesh. On a repris la transplantation hépatique, on l'a fait en Algérie, donneur vivant. C'est un fils qui a donné pour sa maman et l'intervention a eu lieu hier toute la journée et puis elle s'est bien passée. Je considère que c'est un véritable espoir pour notre pays, pour nos malades. Je tiens à remercier vivement nos autorités, à savoir le ministère de la Santé, mais aussi le ministère du Travail qui nous ont accompagnés avec la CNAS pour l'aboutissement de cette aventure humaine qui permet de sauver des vies. Sur le plan économique, on gagne énormément. Vous savez qu'une transplantation dans un pays que je ne vais pas nommer, elle revient à peu près à 1,5 milliard, 2 milliards. Vous voyez tout ce qu'on peut faire gagner aux malades et au pays, et qu'avec juste à peine une transplantation, vous imaginez ce qu'on peut nous gagner en termes de matériel, d'instrumentation au niveau du bloc opératoire pour justement améliorer encore les prestations à fournir à nos patients. Il y a 2 années, le mouvement de résistance palestinien lancé depuis Gaza sous blocus depuis 2007, l'opération des Luges d'Al-Aqsa, une étape importante dans la glorieuse histoire de lutte du peuple palestinien pour se libérer de l'occupant sioniste. La particularité de cette opération héroïque est qu'elle a mené des attaques au cœur de la Palestine historique occupée par l'entité sioniste. Depuis 2 années, même après avoir perdu ses dirigeants les plus emblématiques assassinés par Israël, comme Hania ou encore Assenoir, le mouvement Hamas est toujours debout et affronte l'armée la plus puissante et la mieux équipée. L'éluge d'Al-Aqsa a fait tomber le mythe de cette armée qu'on disait invincible, souligne l'analyste politique Ricardo Guterres, contacté par l'Abbé Slimani. La résilience du peuple palestinien qui a été confronté depuis 1948 à des discriminations, à une pression politique mondiale, et capacité extraordinaire de résistance et même d'intelligence aussi par rapport, aux propositions diplomatiques qui sont mises sur la table par l'agresseur et aux alliés, capacité de résistance de ce peuple et des organisations qui représentent ou défendent ce peuple dans leur diversité. On sait qu'il n'y a pas que le Hamas qui est présent sur le terrain. Je pense que ces organisations sont très fortes parce qu'elles ont cette histoire
derrière elle de répression continue, démultipliée. Mais il y a aussi le fait que dans les rangs israéliens, je s'interrogeais sur la stratégie du gouvernement israélien. Et on voyait que l'objectif de guerre n'était plus tout à fait clair, et donc l'armée israélienne elle-même se demande, en tout cas une partie de cette armée, de plus en plus refusé d'aller au front. Fidèle à ses principes, l'Algérie, qui a toujours placé la question palestinienne au cœur de son action diplomatique, a recentré sa mission aux Nations Unies depuis 2 ans sur la Palestine pour dénoncer avec force les crimes commis par l'entité sioniste à Gaza. Anwar Abouaïch, ancien ministre palestinien, contacté par Rabea Slimani. C'est pas à nouveau la solidarité de l'Algérie avec la juste cause palestinienne. Depuis le 7 octobre, et même avant le 7 octobre, l'injustice à l'égard des Palestiniens, les bombardements, les massacres d'Algérie et beaucoup d'amis de Palestiniens dans le monde entier, travailler plus pour aider le peuple palestinien à continuer à être debout. La question sahraoui au cœur de l'agenda de ce mois du Conseil de sécurité. La première séance programmée demain sera marquée par la présentation du rapport de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura. La deuxième prévue vendredi, consacrée à l'exposé technique du chef de la MINURSO. Et la fin du mois viendra clore les discussions et l'adoption d'une nouvelle résolution relative à la MINURSO. L'Ayachi Saïd, président du Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui, contacté par Rabea Slimani. Le droit international et d'une clarté limpide en ce qui concerne le conflit du Sahara occidental, sans aucune hésitation sur il accorde aux Sahraouis le droit de bénéficier d'un référendum d'autodétermination. Personne ne peut enlever cette qualité pour le peuple sahraoui. Le référendum est très risqué pour la monarchie marocaine et ses soutiens, et par conséquent, il faut absolument qu'il n'y ait pas de référendum. L'objectif donc serait maintenant de bypasser la MINURSO. On parle même de la décidir de certaines prérogatives, entre autres l'organisation des référendums. Évidemment, tout cela sont des hypothèses de travail. D'après ce qu'on entend ici et là, on sait qu'il y a des pressions énormes sur les Sahraouis pour qu'ils acceptent l'autonomie. Même si cette autonomie n'a aucun sens juridique du fait que le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc. Et donc le Maroc n'est pas qualifié pour donner l'autonomie à un territoire qui n'est pas le sien. La France se débat dans une crise politique sans précédent, une situation qui pourrait profiter à l'extrême droite, Sophia Boukercha. C'est l'une des pires crises politiques en France, une crise de confiance mais aussi de sens collectif. Le système actuel ne parvient plus à représenter ni à incarner la nation, selon Fatima Kouba, maire adjointe en Normandie. Nous sommes face à une crise de gouvernance, mais surtout à une crise de sens. Les institutions tiennent encore debout, mais la confiance qui les anime s'effrite. Et puis la succession de démissions, de majorités qui sont introuvables et de compromis impossibles traduit une chose simple, c'est que le système politique français ne parvient plus à incarner aujourd'hui le pays réellement. Les Français aujourd'hui, ils ont le sentiment que l'État décide sans eux, que l'État parfois est même contre eux, et qu'il n'y a aucune force sur le plan politique qui les représente pleinement. Le gouvernement Lecornu n'aura tenu que 12 heures, signe d'un pouvoir fragilisé. La France se trouve désormais à un carrefour avec 3 possibilités. Bedit Renissa, analyste politique. C'est le symptôme d'un exécutif fragilisé, mais surtout d'une verticalité qui ne fonctionne plus. Quant aux perspectives, 3 scénarios se dessinent. Dissolution pure et dure pour tenter de restaurer, entre parenthèses, la légitimité populaire et dans lequel, effectivement, le Rassemblement national pourrait être le regagnant. Gouvernement d'union nationale pour éviter la rupture irréversible. Et enfin, une paralysie prolongée où la France continuerait d'avancer dans le doute et la défiance. L'affaiblissement et la division de la classe politique ouvrent la voie à la montée de l'extrême droite. Fatima Kouba, maire adjointe en Normandie. Chaque fois que la politique traditionnelle se divise, l'extrême droite prospère sur ce sentiment d'abandon, sur la peur, sur la colère. Et quand les institutions, elles paraissent fragiles, quand les responsables politiques passent plus de temps à se neutraliser plutôt qu'agir, cette colère devient un refuge politique. Ce qui nourrit aujourd'hui l'extrême droite, ce n'est pas seulement la crise, c'est aussi le vide de sens qu'elle laisse derrière elle. La France s'enflamme, certains partis politiques appellent à la dissolution de l'Assemblée nationale, d'autres à la démission du président Macron, qui a donné 48 heures à Lecornu, le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, pour tenter des négociations de la dernière chance, tout en laissant planer la menace d'une dissolution en cas d'échec.
L'autorité nationale des élections organise avec le PNUD une session de formation sur la surveillance des opérations électorales. 90 cadres du Conseil supérieur de la jeunesse y participent. Le président par intérim de l'autorité, Karim Khalfan, propos recueillis par Sami Alloun. Cette session de formation comprend 6 modules abordant l'ensemble des axes que l'on retrouve dans tout processus électoral, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation finale des résultats. Ainsi, nous essayons à travers cette formation de fournir le plus grand nombre possible de clés de compréhension, d'expliquer, de simplifier les concepts afin que les participants acquièrent une solide connaissance dans ce domaine. L'objectif est de doter un maximum de jeunes d'outils pour gérer les différentes étapes des opérations électorales, a souligné pour sa part le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustafa Hidawi. Le mois rose se poursuit, mais le mois dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, le centre anti-cancer d'El-Oued accueille de nombreuses femmes actuellement pour une prise en charge, mais également le dépistage. Reportage d'Amr Dafer. Rencontrées à l'occasion d'une séance de sensibilisation et d'information, ces femmes ont témoigné que le dépistage précoce les a aidées à vaincre facilement leur maladie. Selon le docteur Meliga, directeur adjoint des structures de santé, les séances de sensibilisation de cette année portent sur 3 thèmes principaux. Cette fois-ci, on est basé sur la prévention primaire, sur tout ce qui est la nutrition, l'accompagnement. On a un programme riche sur tout ce qui est nutrition et le sport. On a fait un programme avec l'équipe de handball féminine d'El-Oued, avec l'équipe de cyclisme. Mais le cancer de sein à El-Oued reste toujours une des pathologies les plus fréquentes pour l'année 2024. On a fait presque 12 000 cures de chimiothérapie, la moyenne de 90 cures par jour. Et aussi pour tous les cancers confondus, on a fait plus de 40 000 séances de radiothérapie. Au niveau de ce centre, les patientes sont prises en charge suivant un circuit bien strict, comme nous le signale l'assistante médicale وشني سارة. À noter que ce centre prend en charge des patientes venues de toutes les régions d'Algérie ainsi que des pays voisins. El-Oued Amr Dafer pour Algéchien 3. Le journal se poursuit avec cette triste nouvelle, Rostom Yahya Sherif, celle de la disparition de l'ancien international de football, Djilali Salmi. Attaquant légendaire et ex-président du Shabab Yadi de Belouizdad, Djilali Salmi s'est éteint ce mardi à l'âge de 79 ans de suite d'une longue maladie. On va écouter un joueur, celui qui a joué à ses côtés au Shabab Yadi de Belouizdad, Mustafa Kuissi, qui rend hommage à Djilali Salmi. Parler de Salmi, c'est vraiment difficile parce que tout ce qu'on peut dire sur lui ne peut pas être suffisant. C'était une icône sur le terrain et en dehors. J'ai eu la chance et l'honneur de jouer avec lui au moins 2 années et je peux vous assurer que c'était un réel plaisir d'être à ses côtés tellement il était un fin technicien, un vrai meneur de jeu. Techniquement, il n'avait pas son pareil à l'époque. C'était un gentil garçon. Il nous a beaucoup aidé parce qu'on était à l'époque jeunes. Il nous a un peu donner des conseils. Ça nous a servi aussi dans notre carrière de football. Avec le CRB, le Brésilien, comme on l'appelait, a remporté plusieurs titres. 2 fois champion d'Algérie en 1969 et 1970. 3 fois vainqueur de la Coupe d'Algérie 69, 70 et 78, ainsi que 3 Coupes du Maghreb des clubs champions 70, 71 et 72. Il a porté également à 16 reprises le maillot de l'équipe nationale entre 1967 et 1975. Djilali Salmi sera inhumé cet après-midi après la prière au cimetière de Deli Ibrahim. Merci Rostom Selma Figuerer, Nouassi était à la réalisation. Il y avait Karim à la console technique, Yassine au streaming et Ikram à la régie d'antenne.